Je n'ai pas oublié le son. Pas les mots, ni la porte qui claque, le son. Ce petit sanglot étranglé, étouffé sous une couche de silence, comme si quelqu'un essayait de le cacher derrière les murs. Une sorte de gémissement retenu, celui d'un enfant qui a appris qu'il valait mieux pleurer sans bruit. C'était un vendredi, en fin d'après-midi, dans une petite rue tranquille en banlieue de Lyon. Le genre de rue avec des haies bien taillées, des balcons pleins de géraniums et des voisins qui observent tout derrière leurs volets sans jamais rien dire. Et moi, j'étais sur le trottoir, un sachet en papier à la main, avec un cahier de coloriage et une boîte de crayons neufs dedans. Rien d'extraordinaire, juste un petit cadeau de grand-père pour son petit-fils. Je montais les 3 marches jusqu'à la porte de l'appartement d'Émilie, comme je le faisais presque chaque vendredi depuis des années, lorsque j'ai entendu le bruit pour la première fois. Un sanglot, un vrai, pas le caprice d'un gamin, un bruit qui vient de la poitrine, pas de la gorge. Je me suis arrêté net, le sachet a froissé dans ma main, la clé de voiture dans ma poche s'est mise à peser 10 kilos. Toute cette rue calme, ces voitures bien garées, cette façade beige avec les volets blancs, soudain, tout avait un goût étrange, trop lisse, trop normal pour ce que j'entendais. J'ai tendu l'oreille. Il y a eu un silence de quelques secondes, un de ces silences lourds comme un plafond trop bas. Puis encore un sanglot, brièvement étouffé. Et, à peine audible, la petite voix de mon petit-fils. « Maman, s'il te plaît. » Mon cœur a raté un battement. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas sonné, j'ai frappé directement à la porte, les articulations un peu plus dures que d'habitude sur le bois blanc. Je n'ai pas eu le temps de frapper une deuxième fois. La porte s'est ouverte d'un coup sec, avec un grincement de charnière qui trahissait qu'on la manipulait souvent brutalement. Et là, devant moi, se tenait Marc. Marc, le mari d'Émilie, le beau-père de mon petit-fils. 35 ans, épaules larges, barbe soigneusement taillée, chemise repassée, mais froissée au col comme s'il avait tiré dessus plusieurs fois. Il avait cette façon de se tenir dans l'encadrement de la porte comme un vigile devant une boîte de nuit. Sauf qu'ici, ce n'était pas une boîte, c'était le foyer de ma fille. Son regard a glissé sur moi, de la tête aux pieds, avec ce mélange de lassitude et de mépris que je connaissais désormais trop bien. « Oui » a-t-il lâché, sans bonjour, sans sourire. Je l'ai fixé un instant. « C'est Georges » ai-je dit, le père d'Émilie. Comme tous les vendredis, je viens chercher Louis. Louis, mon petit-fils, 8 ans, les yeux les plus doux que j'ai jamais vus sur un enfant. Marc a levé les yeux au ciel comme si je venais de lui annoncer un contrôle fiscal. « On a changé les plans » a-t-il rétorqué. « Émilie t'a pas prévenu ?»« Non. » Je me suis forcé à garder la voix calme. Elle m'a rien dit. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était bien convenu, vendredi, 17h. Il a pris appui contre le chambrann, bras croisés, se plaçant un peu plus devant l'ouverture. Je voyais déjà la manœuvre, occuper l'espace, me barrer la vue. « Bah voilà, ça a changé » a-t-il tranché. « On est fatigué, on a envie d'être tranquille, tu peux revenir une autre fois. » Cette fois-là, je n'ai pas répondu tout de suite, parce que derrière lui, un peu plus loin dans le couloir, j'avais vu une petite silhouette. Louis. Les yeux rouges, les joues mouillées. Il tenait sa peluche par l'oreille, comme si elle aussi n'en pouvait plus. Quand son regard a croisé le mien, ils se sont agrandis, d'un coup, comme s'il venait de voir une bouée dans l'eau. « Papy » a-t-il murmuré, un murmure, mais je l'ai entendu comme si on me l'avait crié dans l'oreille. J'ai avancé d'un pas, sans réfléchir. « Louis, ça va mon grand ?» ai-je demandé. Marc s'est décalé brutalement, se remettant pile entre nous. « Non mais, tu comprends pas le français? On est occupé là !» Il avait changé de ton, plus haut, plus nerveux, le genre de ton qu'on utilise pour impressionner, pas pour parler. « J'aimerais juste lui dire bonjour » ai-je insisté, « ça prend 10 secondes. »« Non » a-t-il coupé aussitôt, « il est fatigué, tu le déranges. » Derrière lui, Louis avait avancé d'un pas, serrant sa peluche contre lui. Une larme a roulé le long de sa joue. « S'il te plaît, papy, pars pas » a-t-il soufflé. Il aurait aussi bien pu me planter un couteau dans le cœur. Je n'ai pas eu le temps de répondre que Marc s'est retourné vers lui, le visage dur, les yeux fendus comme des lames. « Louis, va dans ta chambre » a-t-il ordonné, « tout de suite !» Il ne criait pas encore, mais sa voix avait cette violence contenue qui fait plus peur qu'un hurlement. « Mais je veux voir papy » a protesté Louis d'une petite voix. Marc a explosé. « J'ai dit dans ta chambre » a-t-il hurlé. « Tu m'écoutes, oui ou non ?» Le couloir a vibré.
Louis a sursauté comme si quelqu'un lui avait tiré dessus. Sa peluche est tombée par terre. Il a reculé, les lèvres tremblantes, le regard perdu entre moi et Marc. J'ai senti ma mâchoire se contracter, mes mains se crisper sur le sachet. J'ai fait un pas de plus. « Marc, ça suffit !» et je dis d'une voix grave. « Tu vas arrêter de lui crier dessus comme ça. » Il s'est raidi, puis il s'est tourné vers moi, très lentement. Et là, j'ai vu le changement dans ses yeux. Il n'était plus seulement agacé, il était blessé dans son orgueil. « Ah mais non » a-t-il craché, « on va pas recommencer avec toi. Tu débarques quand ça t'arrange, tu donnes ton avis sur tout. C'est chez moi ici, Georges, chez moi, tu n'as rien à dire. » « C'est chez ma fille, ai-je corrigé calmement, et c'est le foyer de mon petit-fils, ça me donne mon mot à dire. »« Non, a-t-il répliqué sèchement, s'approchant encore, ça te donne le droit de venir quand t'es invité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ta visite est terminée. » Louis a éclaté en sanglots derrière lui, un vrai cri cette fois, brut, sans filtre. « Papy, reste !» Il tendait le bras, essayant de me rejoindre, mais Marc a fermé le passage comme un barrage, et d'un geste sec, violent, il m'a claqué la porte au nez. Le bruit a résonné dans le couloir comme un coup de fusil. J'ai senti l'air vibrer contre mon visage. Pendant une seconde, je suis resté immobile, la main encore en suspens, comme si le bois allait se dissoudre et me laisser passer. Mais non. De l'autre côté, j'entendais encore Louis pleurer, plus étouffé, plus lointain. Puis quelque chose qui frappait, un objet contre un mur peut-être. Une voix, celle de Marc, muet en grondements sourds. Je suis resté là, vieil homme planté devant une porte fermée, un sac ridicule de crayons et de coloriage à la main, comme une mauvaise blague. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu. 1 minute, 2, peut-être 10. Le temps s'étire quand on se sent impuissant. Finalement, j'ai reculé d'un pas, puis d'un autre. J'ai fini par descendre les marches, raide, en serrant les dents. Je me sentais vieux, pas seulement dans mes articulations, dans ma place, dans ce monde où de plus en plus souvent on parle des vieux comme de meubles qu'on déplace ou qu'on jette. Arrivé au trottoir, j'ai tourné la tête vers les fenêtres de l'appartement. Tout semblait parfait, les volets peints, les pots de fleurs, le linge bien plié. Rien ne laissait deviner ce qui se passait derrière ces murs, comme toujours. Je me suis dirigé vers ma vieille Clio, garée un peu plus loin. J'ai ouvert la portière, posé le sachet sur le siège passager, et au moment de m'asseoir, mon téléphone a glissé de ma poche et est tombé sur le sol de la voiture. L'écran s'est allumé en touchant le tapis. Et là, dans le reflet du verre, j'ai vu un nom. Émilie. Le fil de nos messages. J'ai pris le téléphone dans ma main. Mon pouce a glissé tout seul sur l'écran. Les anciennes conversations se sont affichées. Des mois de petites phrases, de « ça va », de photos de Louis, d'excuses pour des visites annulées, de « Marc est fatigué », de « c'est pas le bon moment ». Et puis, au milieu de tout ça, des phrases que j'avais lues une fois, puis relues, puis rangées dans un coin de ma mémoire, avec cette sensation désagréable qu'on avait tous les deux décidé de faire semblant. « Papa, est-ce que je peux t'amener Louis quelques heures ? Marc est encore de mauvaise humeur. S'il te plaît, ne dis rien à Marc. Il n'aime pas quand je parle de nos disputes. Des fois, j'ai l'impression que Louis respire mieux chez toi. » Des phrases qui, prises séparément, peuvent passer pour de la fatigue, du stress, une mauvaise période. Rassemblées, c'était autre chose. Je les avais gardées. Je n'efface jamais grand-chose, à vrai dire. À mon âge, on apprend que la mémoire nous trahit parfois. Alors les écrits, ça aide. Mais ce jour-là, en voyant ce fil de messages défiler sous mon pouce, j'ai réalisé que j'avais bien fait de garder tout ça, même si je ne savais pas encore exactement pourquoi. Je me suis adossé au siège, le téléphone toujours en main. Louis pleurait derrière une porte fermée. Ma fille se taisait quelque part à l'intérieur. Et moi, j'avais dans mon téléphone des mois de petits bouts de vérité qu'on avait choisi d'ignorer pour avoir la paix. La paix. Une drôle de paix quand on y pense, si elle repose sur le silence des plus fragiles. J'ai éteint l'écran. J'ai rangé le téléphone dans ma poche. Et je me suis dit une phrase simple, sans colère, sans héroïsme. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je ne savais pas encore comment, ni quand, ni avec qui. Mais une chose était sûre, ce jour-là, sur ce trottoir banal de banlieue, un grand-père avait cessé de se contenter de regarder.
Et la prochaine fois que quelqu'un me claquerait la porte au nez pendant que mon petit-fils pleurait derrière, ce ne serait pas moi qui reculerais. Pas cette fois. Plus jamais. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui comme un gamin qui a fait une bêtise. Je me suis tourné et retourné dans mon lit, les draps devenant des nœuds, l'oreiller trop chaud, trop froid, trop tout. À chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais la petite main de Louis tendue vers moi dans l'entrebâillement de la porte. « Papy, reste !» Vous savez, les gens disent souvent que les souvenirs les plus marquants, ce sont les grandes dates, les mariages, les naissances, les enterrements. Moi, je crois que ce sont les petits instants ratés. Ceux où on aurait pu agir et où on ne l'a pas fait. Ceux qui reviennent nous réveiller à 3 heures du matin. Vers 4 heures, j'ai abandonné. Je me suis levé, enfilant ce vieux peignoir bleu qui me suit depuis l'époque où Émilie avait encore des couettes et des genoux écorchés. Je suis allé dans le salon. La maison était silencieuse, plongée dans cette obscurité bleutée que la ville laisse filtrer à travers les volets. Je me suis assis dans mon fauteuil, celui qui grince, celui où j'ai lu des histoires à Louis, celui où j'ai attendu des années le retour de ma femme quand elle rentrait tard des gardes à l'hôpital. Elle n'est plus là, mais le fauteuil, lui, tient bon. J'ai pris mon téléphone. J'ai remonté encore le fil de messages avec Émilie. Cette fois, je ne lisais plus comme un père qui se rassure, mais comme un vieux flic qui reconstitue un dossier. Un soir de janvier, à 22h43, « Papa, est-ce que c'est normal qu'un couple se dispute tout le temps, même pour des trucs bêtes ?» J'avais répondu un truc idiot. « Ça arrive, ma puce. Ce qui compte, c'est la façon dont on se réconcilie. » Ce soir-là, j'avais posé le téléphone et j'avais rallumé la télé. Avec le recul, j'aurais dû me lever, prendre ma voiture et sonner chez elle. Un mardi de mars, 1h17 du matin. « Tu dors ?» Je dors rarement bien, alors j'avais répondu aussitôt. « Non, qu'est-ce qu'il y a ?» Marc s'est énervé pour un verre renversé. Il a crié très fort sur Louis. Il a dit que je le rendais faible. Je me souvenais encore de la sensation d'inconfort qui m'avait envahi à la lecture de ce message. J'avais proposé qu'elle vienne dormir ici avec le petit. Elle avait répondu « Non, ça va, il s'est calmé. Promets-moi juste de ne rien dire quand tu le verras. Il déteste quand je me plains à quelqu'un. » J'avais promis. Un dimanche de mai, après un déjeuner chez moi, « Merci encore, papa. Louis dort tellement mieux ici. Quand on rentre, il recommence à faire des cauchemars. » Je m'en souvenais aussi. Je l'avais vu, les cernes sous ses yeux, le sourire fatigué, la façon dont elle se redressait quand Marc envoyait un message. Comme si son téléphone se transformait en télécommande d'angoisse. Un jeudi de septembre. « Si Louis a l'air bizarre demain, dis rien à Marc. Il pense que tu montes le petit contre lui. » Je revoyais ce texto et je me revoyais, moi, le lire, soupirer, ranger le téléphone dans ma poche et me dire « Elle exagère sûrement, ça va passer. Il faut qu'ils gèrent leur couple, je ne peux pas m'immiscer. » C'est fou comme « je ne veux pas m'immiscer » est une phrase confortable quand on n'est pas celui qui a peur. Plus je lisais, plus une évidence se dessinait. Ce n'étaient pas des disputes isolées, ni un simple caractère difficile. C'était un climat, une atmosphère, une maison où le silence avait pris le pouvoir. Je me suis rappelé une phrase de Louis il y a quelques mois. On était au parc, assis sur un banc, en train de regarder les pigeons se battre pour un morceau de pain. Il avait lâché, sans me regarder, « Quand Marc est là, l'air est lourd, on dirait qu'il colle. » Sur le moment, j'avais trouvé ça poétique, presque mignon. Maintenant, ça me glaçait. Je suis resté là, dans mon fauteuil, le téléphone posé sur ma cuisse, la tête pleine de phrases que j'aurais dû entendre plus tôt. Et une autre idée est venue se glisser doucement dans ce brouillard. L'école. Louis était en CE2, dans la petite école primaire à 2 rues de chez lui. Une école avec une cour en bitume, 2 platanes, un préau qui craque l'hiver et un toboggan qui ressemble à tous les toboggans de France. Je me suis dit, si moi je me rends compte de quelque chose, ils l'ont sûrement remarqué eux aussi. Le lendemain matin, j'ai appelé. « École élémentaire Jean Moulin, bonjour ?» La voix de la secrétaire avait ce ton cordial, légèrement pressé, qu'ont toutes les secrétaires d'école du pays. « Bonjour madame, Georges Martin à l'appareil. Je suis le grand-père de Louis Martin. Je voulais savoir si sa maîtresse pouvait me rappeler quand elle aura un moment. Ce n'est pas urgent, mais important quand même. » Je n'ai pas su mieux formuler. Elle a noté mon numéro, elle a promis de transmettre. J'ai raccroché. Je n'ai pas attendu longtemps. Vers 11h, mon téléphone a vibré. Numéro masqué. « Oui, allô ? Bonjour, monsieur Martin, c'est madame Hardy, l'enseignante de Louis. Vous aviez demandé qu'on vous rappelle ?»
Sa voix était douce, posée, avec ce léger accent du coin que j'ai toujours aimé. « Oui, merci », ai-je répondu. « Excusez-moi de vous déranger pendant la classe. »« Non, ne vous inquiétez pas, je suis en récréation. Tout va bien. Qu'est-ce qui vous tracasse ?» J'ai respiré profondément. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose chez Louis, je veux dire, ces derniers temps ?» Il y a eu une pause, pas longue, mais suffisamment pour que je comprenne qu'elle choisissait ses mots. « Je suis justement contente que vous m'appeliez », a-t-elle fini par dire. « Oui, nous avons noté quelques changements. » Mon cœur a accéléré. Quel genre de changement ? « Il est beaucoup plus réservé qu'en début d'année », a-t-elle expliqué doucement. Plus anxieux aussi. Il sursaute dès qu'un camarade hausse la voix. Il a tendance à s'isoler. Et il y a les dessins. Les dessins. Je me suis rassis, même si j'étais déjà assis. Quels dessins ? Eh bien, jusqu'à il y a quelques mois, Louis dessinait surtout des scènes assez joyeuses, des terrains de foot, des maisons colorées, des familles qui rigolent, ce qu'on voit chez la plupart des enfants. Elle a marqué une nouvelle pause. Et maintenant, ai-je insisté. Depuis quelque temps, il dessine souvent la même chose, une maison avec des fenêtres noircies. À l'intérieur, des personnages tout petits. Et devant la maison, une grande silhouette, toujours plus grande que les autres, avec des traits très appuyés, très sombres. Je n'ai rien dit. Elle a ajouté plus bas, « Il m'a expliqué un jour que c'était l'homme qui fait peur au salon. » J'ai senti ma nuque se raidir. Est-ce qu'il a parlé de, j'ai cherché les mots, de cris, de disputes, de problèmes à la maison ? Pas clairement, a-t-elle répondu. Les enfants ne mettent pas toujours des mots précis sur ce qu'ils vivent, mais il a dit qu'il n'aime pas quand l'air devient lourd chez lui. La même expression, l'air qui devient lourd. Je crois que c'est à ce moment-là que tout doute a disparu. Je n'étais plus seulement inquiet, j'étais décidé. Madame Hardy a continué. Je me suis demandé s'il y avait une situation difficile chez vous. Je me suis dit que, puisqu'il vous cite souvent comme quelqu'un chez qui il se sent bien, il serait peut-être utile de vous informer. Il parle de moi, ai-je demandé bêtement. Souvent, a-t-elle répondu avec un sourire dans la voix. Il dit que chez vous, il dort mieux et qu'il peut faire du bruit sans que le monsieur se fâche. Je me suis raclé la gorge. Merci, madame, vraiment, merci de m'avoir dit ça. Je vous en prie, a-t-elle répondu. N'hésitez pas à me tenir au courant si des démarches sont faites. Et si jamais vous pensez qu'il faut que nous alertions la direction ou le psychologue scolaire, nous le ferons. Vous savez, nous sommes aussi là pour ça. J'ai raccroché avec le sentiment qu'une pièce de puzzle venait de se mettre en place. On peut se tromper tout seul, on se trompe rarement à plusieurs. L'école, les messages d'Émilie, les pleurs de Louis, ce vendredi après-midi, la porte claquée, tout racontait la même histoire. Je ne pouvais plus me cacher derrière « ce n'est pas mes affaires ». Quand un enfant pleure à une porte, c'est l'affaire de tous. Je suis resté là un moment, le téléphone encore dans la main, à regarder le mur de ma cuisine comme si les carreaux allaient m'indiquer la marche à suivre. Puis j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis des semaines. J'ai ouvert mon répertoire. J'ai cherché un nom. Fournier, avocat. On se connaît depuis 30 ans, lui et moi. On s'était rencontrés à l'époque où je dirigeais encore un petit atelier d'électricité quand un voisin avait voulu me traîner en justice pour une bêtise de limite de terrain. Fournier m'avait tiré de ce mauvais pas avec un calme olympien. Depuis, on se croisait parfois au marché, on prenait un café, on refaisait le monde en critiquant les politiques. J'ai appuyé sur appel. Il a décroché au 3e son. Oui, sa voix avait toujours ce timbre grave, légèrement fatigué. « François, c'est Georges, Georges Martin. » Un instant de silence, puis un rire étonné. « Ah, Georges, ça fait un bail. Qu'est-ce que je peux pour toi? Tu t'es encore disputé avec ton voisin pour une place de parking ?» Je n'ai pas ri. « Non, ai-je dit calmement. C'est sérieux cette fois. C'est pour ma fille et mon petit-fils. » Il a entendu le ton. Je sais qu'il l'a entendu. Sa voix s'est adoucie. « D'accord, je t'écoute. » Alors je lui racontais. Pas tout d'un coup, pas dans le désordre. Année d'habitude oblige, j'ai posé les faits dans l'ordre. L'arrivée de Marc dans la vie d'Émilie, le changement progressif, les messages, les pleurs de Louis, l'appel de la maîtresse, la porte claquée, les menaces, le climat. Je lui ai parlé des textos,
des phrases, des heures, de ces « il s'est mis dans un de ses états » répétés. Quand j'ai eu fini, il a pris un petit moment avant de répondre. « Est-ce que ta fille est prête à parler ?» a-t-il demandé. « Je crois qu'elle a peur », ai-je avoué. Mais hier, elle a craqué. Elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait peur pour Louis et de Louis. « Très bien », a-t-il répondu. « C'est déjà beaucoup. Envoyez-moi tous les messages qu'elle t'a envoyés, avec les dates. Je veux tout. Et note par écrit les visites annulées, les comportements de Louis que tu as observés. On va en faire un dossier chronologique. » Et après ? Après, a-t-il dit, on va saisir le juge aux affaires familiales. On va demander une résidence principale chez ta fille, avec une restriction ou suspension du droit de visite du beau-père tant que la situation n'est pas clarifiée. Si besoin, on demandera une ordonnance de protection. Les mots étaient techniques, presque froids, mais pour moi, ils sonnaient comme des planches qu'on pose une à une sur un pont au-dessus d'un ravin. « Et tu crois qu'on a une chance ?» « Georges, a-t-il soufflé, les juges n'aiment pas les dossiers fabriqués, mais ils n'ignorent pas les dossiers se vident, et ce que tu m'as décrit ressemble à un dossier solide. Des messages écrits, des observations de l'école, un enfant qui décrit un climat de peur, ce n'est pas rien. » Je me suis appuyé au plan de travail de ma cuisine, le souffle un peu court. « Tu peux envoyer les captures d'écran sur mon mail pro, a-t-il repris. Et Georges, fais-le vite. »« D'accord, merci François, vraiment. » « C'est pour ça que je fais ce métier, a-t-il répondu. Et puis, pour toi, je dois bien ça à tous les cafés que tu m'as offerts. » J'ai raccroché en sentant mes mains trembler légèrement. Pas de peur cette fois, d'adrénaline, d'un début de quelque chose, d'une promesse. Je me suis assis, j'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à transférer tous les messages. Chaque petite phrase d'Émilie devenait une pièce d'un puzzle plus grand. Chaque date, chaque heure, chaque « ne dis rien à Marc » venait s'ajouter à un tableau qui, enfin, ne pouvait plus être nié. Quand j'ai appuyé sur « Envoyer », mon téléphone a vibré doucement. Je venais de faire un pas dont je ne pourrais plus reculer. Et pourtant, pour la première fois depuis des mois, je me sentais un peu moins vieux, un peu moins inutile, un peu plus grand-père. Pas simplement celui qui apporte des bonbons et raconte des histoires, celui qui, quand il le faut, arrête le manège. Parce que parfois, protéger un enfant, ce n'est pas l'empêcher de tomber de vélo, c'est l'empêcher de vivre dans la peur. Et ce combat-là, j'étais prêt à le mener, même avec mes genoux qui craquent et mon dos qui proteste. Surtout avec ça d'ailleurs, parce que les hommes comme Marc sous-estiment toujours les vieux. Ils oublient qu'à force de se taire, on finit par apprendre à parler au bon moment. Et ce moment-là approchait. Pas assez vite à mon goût, mais assez sûrement pour me donner une raison de me lever le lendemain matin. Les jours qui ont suivi ont eu ce goût étrange de vie normale mélangé à une attente fiévreuse. Le lundi, j'ai pris mon café comme d'habitude au bar tabac du coin. Les habitués étaient là, discutant du dernier match de l'OL, des prix qui augmentent, des retraites qui ne suffisent plus. J'ai hoché la tête, fait semblant d'écouter, mais j'étais ailleurs. Je pensais à Louis, je pensais à Émilie, je pensais à ce qui se passait encore dans cet appartement beige pendant que les clients du bar râlaient sur la météo. Le mardi, François m'a rappelé. Il avait tout reçu, il avait lu. Il m'a dit que le dossier était cohérent, structuré, inquiétant. Il a pris rendez-vous avec Émilie pour la fin de semaine. Entre-temps, je n'ai pas trop insisté auprès de ma fille. Je savais qu'elle vivait avec un volcan à la maison. Si je la bombardais de messages, Marc pouvait tomber dessus. Et les volcans, ça n'a pas besoin de beaucoup pour exploser. Mais je lui envoyais des petits mots, discrets. « Comment tu vas ? Besoin de quelque chose ?» Elle répondait souvent par des « ça va » qui sonnaient faux même par écrit. Parfois, elle ne répondait pas. C'est le silence qui m'inquiétait le plus. Puis est arrivé le lundi où tout a basculé pour de bon. Je revenais du marché avec un filet de pommes de terre, du fromage et une baguette encore tiède. Je venais juste de poser les sacs sur la table de la cuisine quand mon téléphone s'est mis à vibrer. Numéro d'Émilie. J'ai décroché aussitôt. « Allô ?» Sa voix était à peine audible. « Papa, il faut pas que tu viennes aujourd'hui. » J'ai posé la baguette. « Qu'est-ce qui se passe ?» « Il est dans un de ses états, a-t-elle murmuré. Depuis ce matin. Il râle pour tout. Le café trop chaud, le bruit de la chasse d'eau, le fait que Louis parle trop fort. J'essaie de gérer. « Est-ce que Louis va bien ?» ai-je demandé en me contenant.
Il y a eu un silence, juste assez long pour me faire comprendre que la réponse était non. Il est dans sa chambre, a-t-elle fini par dire. Je lui ai dit de jouer tranquillement, mais il tremble. Je me suis assis, lourdement. Émilie, écoute-moi bien. Ma voix sortait plus grave que d'habitude. Si tu ne te sens pas en sécurité, sors de là avec lui. Tu viens ici, tout de suite. Je peux pas, a-t-elle répondu aussitôt. S'il voit que je fais les valises, il va péter un câble. Il m'a déjà dit que si je partais, ce serait la guerre. Je me suis pincé l'arête du nez. Et toi, tu veux quoi? Silence. Ce silence-là m'a plus parlé que n'importe quel discours. Je veux qu'il arrête, a-t-elle murmuré finalement, qu'il arrête de crier, d'être agressif, d'agresser Louis pour un bruit de chaise. Mais il dit que c'est moi qui le pousse à bout, que j'exagère. Le vieux réflexe du compromis a voulu remonter à la surface, celui qui dit « Essayez de communiquer, vous avez besoin d'un thérapeute de couple, les choses vont s'arranger ». Je l'ai étouffé. « Émilie, ai-je dit doucement, ton fils a peur, toi aussi. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas normal. » Moi-même, je m'entendais prononcer ces phrases comme si un autre les disait à ma place, comme si j'étais, enfin, en train de rattraper tout le temps où je m'étais contenté de hocher la tête. « Papa », sa voix s'est brisée, « j'ai peur qu'un jour il fasse plus que crier. » J'ai fermé les yeux un instant. « Laisse-moi m'occuper de lui, » ai-je dit, « juste une fois, fais-moi confiance. » Elle a eu un léger rire nerveux, sans joie. « Je te fais confiance, » a-t-elle soufflé. « C'est Marc que je crains. » Je n'ai rien répondu, parce qu'à ce moment précis, j'avais compris que quelque chose en moi avait enfin basculé et qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Je crois que j'ai pris ma décision en posant ma main sur la poignée de ma voiture. Le mouvement était simple, quotidien, mais la pensée qui l'accompagnait, elle, ne l'était pas. J'allais retourner chez eux, pas pour une visite, pas pour un café, pas pour un week-end chez papy, pour mettre un terme à quelque chose qui n'aurait jamais dû commencer. En arrivant dans leur rue, je me suis rendu compte que j'avais les mains moites. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'avais connu des situations compliquées dans ma vie, des soucis d'argent, la maladie de ma femme, des engueulades mémorables avec mon propre père, mais rarement je m'étais senti aussi chargé. Je me suis garé un peu plus loin que d'habitude. Je ne voulais pas que Marc m'entende arriver. Ridicule à mon âge de se prendre pour un agent secret, mais tout est bon quand il s'agit de protéger quelqu'un. En m'approchant de l'immeuble, j'ai vu la fenêtre du salon. Volets entr'ouverts, lumière tamisée, la télé allumée. On entendait un bruit distinct, mélange de voix et de musique de pub. J'ai gravi les marches, d'un pas plus décidé que la dernière fois, et j'ai frappé, pas timidement, pas trop fort non plus, juste avec cette assurance tranquille d'un homme qui sait pourquoi il est là. La porte s'est ouverte au bout de quelques secondes. Marc. Encore lui, évidemment. Sauf que cette fois, il avait changé. Pas dans le corps, toujours ce col froissé, cette barbe de 3 jours étudiée, mais dans le regard. Il avait les yeux rouges, cernés, comme quelqu'un qui a mal dormi ou beaucoup crié. Quoi encore a-t-il lâché avec ce ton las et agressif qu'il réservait d'habitude aux démarcheurs? « Je veux voir Émilie », ai-je dit simplement. « Elle veut pas te voir. Je préfère l'entendre me le dire elle-même. » Sa mâchoire a tressailli. « Je commence à en avoir marre, Georges, » a-t-il grogné. « Tu t'incrustes partout. C'est plus chez toi ici, c'est chez nous. » « Et vous, ai-je répliqué, vous faites vivre mon petit-fils dans la peur, donc si, ça me regarde. » Il s'est rapproché, plantant ses yeux dans les miens. « Tu racontes n'importe quoi. » Derrière lui, au bout du couloir, j'ai aperçu un pyjama bleu. Louis. Il s'était arrêté net en me voyant, une main accrochée à l'angle du mur. Ses yeux se sont agrandis, encore, comme ce fameux vendredi. « Papy !» Sa voix était un souffle. Marc a jeté un coup d'œil derrière lui, puis il s'est tourné vers moi. « Je te préviens, » a-t-il dit entre ses dents, « recule. » Je ne sais pas si c'est l'âge, la fatigue ou juste le ras-le-bol, mais cette fois, je ne me suis pas exécuté. Je me suis avancé, très légèrement, juste assez pour que ce soit clair. Le geste l'a surpris. Il a levé la main comme pour me retenir. Sa paume a heurté mon épaule, pas violemment, mais assez pour me faire vaciller. Je me suis redressé immédiatement, sa main encore suspendue entre nous.
Tu viens de pousser un vieil homme, ai-je dit, très calmement, devant témoin. Je lui ai désigné Louis d'un mouvement de tête. Marc a suivi mon regard. Une fraction de seconde, je l'ai vu réaliser ce qu'il venait de faire. Pas seulement à moi, mais devant un enfant. Il s'est raclé la gorge. « C'est toi qui me cherches aussi », a-t-il bougonné, « tu provoques ». « Non », ai-je rectifié, « je protège ». Et là, j'ai sorti mon téléphone. Je l'ai allumé. L'écran a illuminé nos visages d'une lumière blanche. Marc a froncé les sourcils. « C'est quoi ça encore? Tu vas appeler qui? La gendarmerie ?» « Pas encore », ai-je répondu. « Pour l'instant, je vais juste lire. » « Lire quoi ?» J'ai ouvert la conversation avec Émilie et j'ai commencé. « Papa, est-ce que je peux t'amener Louis? Marc est encore dans un de ses mauvais jours. » 12 janvier, 21h37. Émilie venait d'apparaître au bout du couloir. Elle s'était figée en m'entendant. Marc la regardait maintenant comme si quelqu'un venait de lui dire que sa maison avait été filmée depuis des mois. « S'il te plaît, ne dis rien à Marc. Il n'aime pas que je parle de nos disputes. » 12 janvier, 22h02. Émilie a blêmi. Sa main s'est automatiquement posée sur la poitrine de Louis, comme pour le protéger même de ses propres mots. Marc a commencé à secouer la tête. « C'est sorti de son contexte », a-t-il lancé. « Non », ai-je rectifié, « je protège ». Et là, j'ai sorti mon téléphone. Je l'ai allumé. L'écran a illuminé nos visages d'une lumière blanche. Marc a froncé les sourcils. « C'est quoi ça encore? Tu vas appeler qui? La gendarmerie ?» « Pas encore », ai-je répondu. « Pour l'instant, je vais juste lire. » « Lire quoi ?» J'ai ouvert la conversation avec Émilie et j'ai commencé. « Papa, est-ce que je peux t'amener Louis? Marc est encore dans un de ses mauvais jours. » 12 janvier, 21h37. Émilie venait d'apparaître au bout du couloir. Elle s'était figée en m'entendant. Marc la regardait maintenant comme si quelqu'un venait de lui dire que sa maison avait été filmée depuis des mois. « S'il te plaît, ne dis rien à Marc. Il n'aime pas que je parle de nos disputes. » 12 janvier, 22h02. Émilie a blêmi. Sa main s'est automatiquement posée sur la poitrine de Louis, comme pour le protéger même de ses propres mots. Marc a commencé à secouer la tête. « C'est sorti de son contexte », a-t-il lancé. « Tu vas pas », j'ai continué. « Il a crié tellement fort sur Louis ce soir que les voisins ont dû entendre. 3 mars, 1h23. » Je me souvenais de ce message. Je me souvenais de la boule dans mon ventre et de la façon dont je m'étais recouché au lieu de me lever. Pas cette fois. Des fois, j'ai l'impression qu'il en veut à Louis juste parce qu'il n'est pas son fils. 18 avril, 22h49. Marc a ouvert la bouche, l'a refermée. Aucun son n'en est sorti. Derrière lui, Louis fixait mon téléphone comme si l'appareil lui-même contenait un monstre. Quand on rentre de chez toi, il recommence à faire des cauchemars. Je ne sais plus quoi faire. 9 juin, 23h14. La voix d'Émilie est finalement sortie, brisée. « Papa, s'il te plaît ». Mais ce n'était pas un arrêt, c'était un « je n'y arrive plus ». Marc, lui, ressemblait à un ballon qu'on aurait pincé. Toute la certitude, toute l'assurance, tout le « c'est chez moi ici » venait de se dégonfler. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Et ce n'est qu'un échantillon », ai-je dit. « Je n'ai même pas parlé de l'école, ni des dessins, ni des coups de fil de la maîtresse. »« Les dessins ?» a répété Marc, comme s'il découvrait un nouveau dossier à charge. « Oui », ai-je répondu. « Ceux où Louis dessine une grande silhouette noire devant la maison, avec des fenêtres bouchées, où il dit que c'est « l'homme qui fait peur au salon ». Louis a baissé la tête. Il savait de quoi je parlais. Émilie aussi. Marc, lui, avait l'air de chercher désespérément une version de l'histoire où il passerait pour le héros. Il ne la trouverait pas. « Vous êtes tous contre moi », a-t-il fini par lâcher. « Toi, sa mère, sa maîtresse, vous avez décidé que j'étais le méchant, c'est ça ?»« Non », ai-je dit doucement, « tu t'en es chargé tout seul. » Je lui ai rangé mon téléphone dans la poche. « Maintenant, tu vas m'écouter très attentivement. Je ne crie pas souvent. J'ai appris, avec les années, que la voix basse fait souvent plus de dégâts. Alors je me suis contenté de parler, lentement, clairement. J'ai envoyé toutes ces captures d'écran à un avocat, ai-je poursuivi, un bon, avec un dossier. J'ai aussi parlé à l'enseignante. Il y aura un signalement s'il le faut. L'aide sociale à l'enfance sera prévenue. Le juge aux affaires familiales verra tout, les dates, les messages, les témoignages. Marc a pâli. « Tu bluffes. » Essaie, et je murmurais, « Tu verras. »
Émilie avait les larmes aux yeux, mais pour la première fois, il y avait quelque chose de nouveau dans sa façon de se tenir. Un léger redressement, une colonne vertébrale qui se remettait en place. Louis et Émilie vont venir chez moi, ai-je déclaré. Là, maintenant, juste le temps que la justice fasse son travail. Tu peux être d'accord ou non, tu peux hurler ou t'asseoir, mais tu ne les empêcheras pas de sortir de cet appartement aujourd'hui. Marc a regardé Émilie, puis Louis, puis moi. On aurait dit un joueur de poker qui vient de comprendre que, peu importe combien il tape sur la table, il a perdu. Tu vas détruire notre famille, a-t-il soufflé. Tout ça pour quelques disputes? Je l'ai fixé longuement. Une famille qui repose sur la peur d'un enfant, ce n'est pas une famille, ai-je dit, c'est une prison. Il a voulu répondre, mais aucun mot ne lui est venu. Alors Émilie a parlé à sa place. Marc, j'ai eu peur de toi, a-t-elle avoué, la voix tremblante. De tes colères, de tes menaces, de ce que tu pourrais faire. J'ai accepté des choses inacceptables. Mais Louis, lui, il n'a rien à accepter. Elle a inspiré profondément. Je pars. 3 mots. 3. Et pourtant, ils avaient le poids de toutes ces années. Marc n'a pas essayé de la retenir physiquement. Peut-être parce qu'il savait que là, ce serait la ligne rouge. Peut-être parce que, pour la première fois, il voyait vraiment la peur dans leurs yeux. Ou peut-être parce que le fait de me voir, moi, vieux bonhomme, ridé, droit comme un piquet dans l'encadrement de sa porte, téléphone dans la poche, le regard décidé, lui avait fait comprendre qu'il n'était plus le seul à décider. Émilie a pris un sac déjà prêt. Elle y avait mis quelques vêtements, des papiers, 2 livres pour Louis, sa peluche. Louis m'a serré la main, fort. Nous avons franchi le seuil. Sur le palier, il s'est retourné une dernière fois. Marc était resté dans le salon, le visage dans les mains. La télé continuait à tourner en arrière-plan, indifférente. La porte s'est refermée derrière nous. Pas brutalement, pas avec violence, avec cette simplicité qui parfois marque la fin de quelque chose de beaucoup plus grand. Sur le trottoir, l'air m'a semblé différent, plus frais, plus respirable. Louis a inspiré plein poumon, comme s'il découvrait l'oxygène. « On va où, papy » a-t-il demandé. Je lui ai ébouriffé les cheveux. « À la maison » ai-je répondu, et pour la première fois depuis longtemps, ce mot avait un vrai sens. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été un conte de fées, je ne vais pas mentir. La justice n'est pas une machine rapide. Elle avance à son rythme, avec ses papiers, ses délais, ses rendez-vous. Il y a eu des coups de fil de François, des rendez-vous dans son cabinet, des heures d'attente dans un couloir du tribunal de Lyon, assis sur des bancs en bois, avec d'autres familles brisées. Émilie parlait peu dans ces moments-là. Elle serrait un dossier rempli de documents contre elle, comme un gilet de sauvetage. Louis, lui, restait souvent avec moi, à la maison. On s'est inventé des routines. Le matin, je l'amenais à l'école. Il tenait ma main un peu trop fort devant le portail, mais petit à petit, la pression diminuait. Madame Hardy me saluait d'un signe de tête, un peu plus rassurée chaque jour. Il rit davantage, m'a-t-elle glissé un matin, et il a recommencé à dessiner des fusées. Les soirs, on faisait les devoirs à la table de la cuisine, avec des tartines au miel et des crayons de couleur qui traînaient partout. La télé restait éteinte la plupart du temps. Je lui racontais des histoires de quand sa mère était petite. Il riait, il posait des questions. Un soir, après avoir parlé de la fois où Émilie avait mis un ver de terre dans la chaussure de son instituteur, il m'a demandé « Papy, tu crois que Marc, il va revenir ici ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai préféré choisir les bons mots. « Ce n'est pas à moi de décider ça, ai-je dit. Il y a des gens dont c'est le métier de protéger les enfants, des juges, des avocats, des assistantes sociales. Ils vont décider ce qui est le mieux pour toi. Mais ce que je peux te promettre, c'est que jamais je ne te laisserai seul avec quelqu'un qui te fait peur. » Il m'a regardé longtemps, puis il a hoché la tête. « D'accord. » Ce « d'accord » voulait dire « je te crois ». Et ça, c'était un poids en plus sur mes épaules, mais un poids que j'acceptais volontiers. Au tribunal, le jour de la première audience devant le juge aux affaires familiales, Marc était là. Bien coiffé, bien habillé, un dossier à la main, lui aussi. Mais il avait quelque chose de différent dans le regard. Ce n'était plus la colère pure, c'était la panique.
Face au juge, il a tenté de jouer la carte de l'homme incompris. Il a parlé de stress au travail, de tension normale, d'une femme fragile émotionnellement qui interprète tout. François a laissé parler. Puis il a sorti notre dossier. Les messages, les dates, les témoignages de l'école, les observations de l'enquêtrice de l'aide sociale à l'enfance. Le juge écoutait, prenait des notes. Impassible. Mais je voyais bien la façon dont son stylo s'arrêtait sur certaines phrases. L'air est lourd, la maison fait peur, je dors mieux chez papy. À un moment, Marc s'est tourné vers moi, comme s'il espérait encore m'amadouer. Georges, dis-lui, tu sais que jamais je ne l'ai frappé, jamais. C'était peut-être vrai, je n'en sais rien. Mais ce que je savais, c'est que parfois, on n'a pas besoin de la main pour faire mal. La voix suffit, le regard, l'ambiance, la peur. Je sais que mon petit-fils a peur de toi, ai-je répondu calmement, et que ma fille a perdu le sommeil depuis des mois. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Le juge a levé la tête, m'a regardé longtemps, puis a reporté son attention sur le dossier. À la fin de l'audience, il a rendu une décision provisoire. Louis resterait vivre chez Émilie. Marc n'aurait pas de droit de visite non encadré tant que l'enquête n'aurait pas abouti. Une médiation familiale serait proposée, un suivi psychologique aussi. François m'a glissé à l'oreille, pour une première audience, c'est une très bonne chose. Sur le parking du tribunal, quand on est sorti, Émilie a fondu en larmes. Cette fois, je ne l'ai pas prise pour une faiblesse. C'était une libération. Elle m'a serré dans ses bras, comme quand elle avait 8 ans et qu'elle avait raté son audition de flûte au conservatoire. Je croyais que personne ne me croirait, a-t-elle murmuré, que j'exagérais tout. Je l'ai regardé droit dans les yeux. On t'a trop souvent fait croire ça, ai-je dit. Mais tu vois, la vérité finit toujours par trouver une oreille. Louis s'est accroché à ma manche. Papy, on rentre chez toi? Oui, ai-je souri, on rentre à la maison. Les mots avaient changé de sens avec le temps. Ou plutôt, ils avaient retrouvé le leur. Les mois ont passé, doucement. Rien n'a été miraculeux, rien ne s'est réparé du jour au lendemain. Mais la maison a changé de son. Les cris ont disparu, les rires sont revenus. Au début, ils étaient timides, comme s'ils n'osaient pas trop s'installer. Puis, ils ont pris de la place, dans le salon, dans la cuisine, dans le jardin, quand Louis courait après un ballon. Émilie a retrouvé des couleurs. Elle parlait encore doucement, parfois, comme si elle craignait que chaque phrase déclenche une explosion. Puis, petit à petit, sa voix s'est affirmée. Elle a recommencé à faire des blagues, à se plaindre de la SNCF, comme tout le monde, à appeler sa meilleure amie sans surveiller l'heure. Louis a recommencé à inviter des copains, à oublier sa peluche dans le salon, à se disputer avec sa mère pour des histoires de devoirs non faits, des disputes normales, celles qui n'écrasent personne. Un soir, alors que je rangeais la vaisselle, j'ai trouvé sur la table un dessin qu'il avait oublié. Il représentait une maison, lumineuse, avec un jardin, un grand arbre devant. Sur le pas de la porte, 3 personnages. Un petit garçon, une femme, un homme aux cheveux gris qui tenait la main du garçon. Au-dessus de la maison, il avait écrit, de sa petite écriture appliquée, « Chez nous ». Je n'ai pas pleuré, pas à mon âge. Je me suis frotté les yeux, c'est tout. Le soir, comme souvent, je me suis assis sur le banc devant la maison, sous le lampadaire qui clignote parfois. J'ai regardé les fenêtres, celle de la chambre de Louis, avec le rideau Star Wars qui bougeait au gré du vent, celle de la cuisine, d'où venait la lumière jaune et douce. J'ai repensé à Marc. Je ne sais pas ce qu'il allait devenir. Ce n'était plus ma mission, ni mon fardeau. La justice suivrait son cours. La médiation, peut-être, ferait quelque chose de lui, ou pas. Je n'avais pas la prétention de sauver tout le monde. J'avais en revanche la responsabilité de protéger les miens, de ne plus jamais faire passer la tranquillité avant leur sécurité, de ne plus jamais me cacher derrière l'excuse commode de l'ingérence. Louis est venu me rejoindre sur le banc, en pyjama, un peu transi. « Tu dors pas ?» ai-je demandé. « Pas encore », il a répondu. « Je voulais te dire quelque chose. » Je l'ai regardé. « Quoi donc ?» Il a haussé les épaules, comme si les mots étaient trop grands pour lui. Puis, il s'est approché, a posé sa tête contre mon bras et a dit « Merci d'être revenu, ce jour-là, quand je pleurais à la porte. »
Je me suis revu devant cette porte blanche, avec mon sachet de crayon, les sanglots étouffés, la main de Marc sur mon épaule. Je me suis revu reculer, puis revenir. C'est normal, ai-je répondu doucement. C'est mon travail, tu sais. Ton travail? Oui, ai-je souri. Le travail des grands-pères. On reste tranquille sur une chaise, on lit le journal, on boit du café, mais dès qu'un petit-fils pleure derrière une porte, on se lève. Il a réfléchi un moment, puis a éclaté d'un petit rire. C'est un beau travail, a-t-il dit. Le plus beau que j'ai jamais eu. Le vent a fait bouger les branches de l'arbre au-dessus de nous. Une voiture est passée au loin. Un voisin a claqué ses volets. Je me suis penché légèrement vers Louis. Tu sais, ai-je murmuré, les gens pensent souvent que vieillir, ça rend faible, qu'on n'a plus peur, qu'on a moins d'énergie. C'est pas vrai? A-t-il demandé, sérieux avec ses grands yeux. J'ai souri. On n'a plus mal au dos, ça c'est vrai. Il a rigolé. Mais vieillir, ça donne aussi un truc que les autres n'ont pas. On a déjà vu beaucoup de choses. On sait reconnaître la peur, la vraie. On sait quand il est temps de dire stop. Et surtout, on sait qu'il vaut mieux être fatigué d'avoir protégé quelqu'un que bien reposé d'être resté assis à regarder. Il a hoché la tête, pensif. Moi, quand je serai vieux, je ferai pareil, a-t-il déclaré. J'ai senti quelque chose se détendre très profondément en moi. J'espère que tu n'auras jamais à le faire, ai-je répondu. Mais si tu dois le faire, tu sauras. Ce soir-là, en rentrant me coucher, j'ai pensé à toutes ces fois où je m'étais senti inutile, de trop, dépassé. Et je me suis dit, non, vieillir, ce n'est pas s'effacer. C'est apprendre à choisir les moments où on pèse. Il y a des batailles qu'on laisse aux autres, et puis il y a celles qu'on prend pour soi. Louis, sa petite main contre la mienne, ses larmes étouffées derrière une porte blanche, ses dessins d'hommes noirs devant une maison, cette bataille-là était la mienne. On l'avait gagnée ensemble, pas avec des cris, pas avec des coups, avec des messages qu'on n'a pas effacés, avec une maîtresse qui a pris la peine d'appeler, avec un avocat qui a pris le temps d'écouter, avec un juge qui a choisi de croire un enfant. Et avec un vieux bonhomme qui, un vendredi après-midi, a décidé que son âge n'était pas une raison de se taire. Les jeunes croient souvent qu'ils ont tout le temps du monde pour changer les choses. Les vieux, eux, savent que le temps est compté. Peut-être que c'est pour ça que, parfois, quand on finit par se lever, on ne s'assoit plus tant que les enfants ne peuvent pas dormir tranquilles. Et cette nuit-là, dans cette petite maison de banlieue lyonnaise, tandis que Louis respirait calmement dans la chambre d'à côté et qu'Émilie, enfin, dormait sans sursauter au moindre bruit, je me suis senti fier d'une chose toute simple. Ne plus être seulement un spectateur de ma propre famille, mais le gardien de sa paix. Un gardien têtu, usé, mais debout.